Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Au sommaire de ce journal, 3 principaux titres. Au sud de Soudan, une signature d'un nouvel accord a eu lieu de cessez-le-feu justement dans la nuit de dimanche à lundi entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar pour une sortie de crise. La coopération franco-marocaine au meilleur de ses échanges. Après un an de rupture, les relations entre le Maroc et la France ont retrouvé le chemin de l'entente. Une nouvelle bien accueillie par les autorités des deux pays. Et en France, guérir de la drépanocytose sera désormais possible. L'Institut national de recherche médicale de France fonde donc un espoir de guérison sur une thérapie génétique. Celle-ci permettra de greffer un gène sain dans les cellules souches. Dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Huel Abaga va nous rejoindre sur ce plateau pour parler d'une possibilité de création d'une cour africaine de justice par l'Union africaine. Bienvenue. Au moins 7 personnes ont été tuées dimanche dans un attentat suicide visant une réunion politique au domicile d'un politicien à Potiskum, dans le nord-est du Nigeria. Cette même journée, plusieurs autres villes du nord-est du pays ont été secouées par des attaques terroristes du groupe islamiste Boko Haram. À 2 semaines de l'élection présidentielle, les insurrections islamistes reviennent en force. Abdulaziz Maïga. À 2 semaines de la présidentielle au Nigeria, les combats font rage. Ce week-end, certaines villes du nord-est du pays ont été la cible des offensives de Boko Haram. Dans l'état de Yobe, au moins 7 personnes ont été tuées et 7 autres blessées par un attentat suicide à Potiskum. Selon des témoins, le kamikaze est arrivé en bus et a déclenché sa charge devant la maison d'un membre de la majorité présidentielle qui tenait une réunion à son domicile dans la perspective du scrutin, mais aucun des participants n'a été blessé. Cette même journée, 2 explosions ont également secoué la ville de Gombe, située dans cette même partie du pays, tuant 5 personnes. Boko Haram est sur tous les fronts. À moins de 300 km au nord-est de Gombe, les insurgés islamistes ont lancé une nouvelle attaque contre Maïdougouri, mais se sont heurtés à un important dispositif militaire. Le climat est lourd dans la ville avec les attaques régulières des islamistes de Boko Haram. En 8 jours, c'est la 2e fois que Boko Haram tente en vain d'y pénétrer. À 2 semaines de l'élection présidentielle, le régime ne peut se permettre de perdre cette ville d'une population d'1,5 million d'habitants. Plusieurs experts avaient récemment déclaré qu'ils redoutaient que Boko Haram, en raison du rythme effréné de ses gains territoriaux dans le nord-est du Nigeria, ne tente de nouveau de lancer une attaque sur Maïdougouri avant l'élection présidentielle du 14 février. La chute de Maïdougouri aux mains des islamistes représenterait une énorme défaite pour les forces de sécurité, critiquées pour leur gestion depuis 6 ans de la crise née du soulèvement des islamistes. La prise de la ville risquerait également d'entraîner une catastrophe humanitaire. Comme je vous l'annonçais en titre de ce journal, signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu dans la nuit de dimanche à lundi entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar en vue d'une sortie de crise à laquelle fait face leur pays depuis 2013. Le point avec Larissa Faltraoré. Les belligérants sud-soudanais ont signé un nouvel accord de cessez-le-feu dans la nuit de dimanche à lundi en marge du sommet de l'Union africaine auquel les 2 hommes ont pris part. C'est le 7e du genre en un an. Ce nouvel accord intervient à la suite des négociations laborieuses qui ont eu lieu durant 4 jours entre Kiir et Machar dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. En effet, les 2 hommes n'étaient pas parvenus à s'entendre sur l'accord de règlement de conflit proposé par l'IGAD, prévoyant un partage de pouvoir entre ces derniers. Dans cette région soudanaise en proie à une guerre civile, émaillée de massacres interethniques depuis décembre 2013, les médiateurs de l'IGAD, lassés de voir le conflit s'enliser, s'attendent à une cessation complète des hostilités au Soudan du Sud. Le nouvel accord de cessez-le-feu a certes été signé voire salué, mais il reste partiel selon les belligérants qui estiment que certains problèmes, parmi les plus critiques, n'ont pas été résolus. Les négociations reprendront donc le 20 février prochain afin de donner une dernière chance aux belligérants de parvenir à un accord définitif. Toutefois, l'échec de cet accord pourrait avoir de lourdes conséquences sur les dirigeants du Soudan du Sud, mais aussi sur les autorités éthiopiennes.
Restons sur le continent africain. L'élimination de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est très mal vécue à Tunis, comme partout ailleurs dans le pays. Les Noirs vivant sur le territoire ont payé le prix de l'élimination des Aigles de Carthage. Les détails dans ce reportage d'Abdulaziz Maïga. Arabes et Basanés, nous sommes parqués comme des bêtes dans les camps de la forteresse européenne à Lampedusa. Nous nous écrasons sur les mêmes barbelés dressés par l'Espagne à Melilla, dans une Afrique encore en partie occupée. Les ratonnades françaises ont frappé indirectement Noirs et Arabes dans les banlieues parisiennes. Et voici que des Africains du Nord s'en prennent à nous, juste parce que nous sommes nés au sud du Sahara. Je pensais qu'en Tunisie, nous serions à l'abri de telles vexations. Et voici que nous sommes aujourd'hui confrontés à la haine et l'incompréhension, ici même, sur cette terre africaine. Ce témoignage d'un Noir vivant en Tunisie, relayé par plusieurs sites internet, en dit long sur les exactions commises sur la communauté noire dans ce pays. Le racisme anti-noir s'est une nouvelle fois manifesté sous la forme la plus abjecte après la défaite surprenante des Aigles de Carthage de la Tunisie face à la Guinée équatoriale, pays organisateur de la CAN 2015. Dans la nuit de samedi à dimanche, les agressions et discriminations visant la communauté subsaharienne se sont multipliées. Face à la gravité de la situation, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie a appelé à la prudence. Ici à Tunis, il n'était plus besoin de donner son identité pour être victime de fanatisme, la peau noire faisant les frais d'une cruauté d'autant. Sur les réseaux sociaux, les langues se délient. Dans la nuit du samedi, un jeune informaticien congolais affirme n'avoir trouvé son salut qu'en prenant la fuite face à ses assaillants. Si certains Tunisiens se sont aussi acharnés sur le président de la CAF, Issa Hayatou est l'arbitre mauricien de la rencontre en publiant des commentaires assis sur la toile, insultant même les Africains et les Noirs en particulier. D'autres Tunisiens ont condamné ces actes de racisme. L'Association tunisienne de soutien des minorités a envoyé un message ferme aux députés tunisiens au sein de l'Assemblée, les appelant à voter en faveur d'une loi qui pénalise toutes sortes de discriminations envers les Noirs et Africains vivant en Tunisie. L'actualité prélevée en images après avoir suspendu leur collaboration depuis une année. La coopération franco-marocaine semble avoir retrouvé une réconciliation alors que de nombreuses tentatives depuis février 2014 ont été entreprises par l'exécutif français. C'est finalement le week-end dernier que la situation a pu être décomptée pour un retour à la normale. Le Maroc est l'ami de la France et la France l'ami du Maroc. C'est en substance les propos tenus par François Hollande lorsqu'il tentait d'apaiser cette crise, une déclaration qui n'avait rien changé à la détérioration des rapports entre les deux pays. Mais l'échange entre la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, et son homologue marocain, Moustapha Ramid, a permis le week-end écoulé de mettre fin à ces tensions. On se rappelle que le roi Mohamed VI ne s'était plus rendu dans l'Hexagone depuis la suspension des accords judiciaires l'année dernière justement. Selon la presse marocaine, Sa Majesté Mohamed VI avait pris cette année ses quartiers d'hiver en Turquie au lieu de sa traditionnelle résidence en France. La suite de ce journal nous conduit aux États-Unis. Le président américain Barack Obama s'est exprimé dimanche au sujet de la situation en Grèce, accordant son soutien au nouveau gouvernement anti-austérité dirigé par Alexis Tsipras, une sortie en contradiction avec la position des ténors de l'Union européenne. Uhel Abaga au commentaire. Barack Obama a accordé son soutien au nouveau gouvernement d'Athènes, appelant l'Union européenne à cesser de faire pression sur une Grèce financièrement dans le rouge depuis 2009. Invitant les décideurs européens à cesser de pressurer la Grèce, le président américain a évoqué le besoin pour les nouveaux dirigeants grecs de mettre sur pied une stratégie de croissance pour rembourser la dette abyssale de 300 milliards d'euros, soit 175% du PIB de ce pays. Barack Obama a toutefois reconnu que compte tenu du recul de 25% du niveau de vie du peuple hellène depuis 5 ans, la société grecque aurait du mal à supporter des changements. Le locataire de la Maison-Blanche prend position pour le premier exécutif anti-austérité d'Europe. Barack Obama ne s'inscrit donc pas dans la logique des fers de lance de l'Union européenne que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Le Premier ministre britannique David Cameron a affirmé au lendemain de la victoire de Syriza qu'un gouvernement anti-austérité ne ferait qu'accroître l'instabilité économique du vieux continent. Le ministre français des Finances Michel Sapin, recevant son homologue grec Yanis Varoufakis ce lundi à Paris, s'est dit prêt à renégocier la dette de la Grèce. Outre-Rhin, la chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle opposé un refus catégorique à toute idée d'effacement de la dite dette.
Barack Obama, qui souhaite voir la Grèce rester dans l'Union européenne, trahit en quelque sorte les intentions impérialistes que certains observateurs avertis prêtent souvent aux États-Unis, celle de contrôler l'action de l'Union européenne. Barack Obama a appelé l'Europe à engager des réformes structurelles afin de relancer son économie en perte de vitesse. Ouvrons la page santé de ce journal. La Botswanaise Machi Diso Moeti a été nommée directrice de l'Organisation mondiale de la santé le 1er février 2015. L'objectif pour elle est de diminuer le nombre de cas d'Ebola enregistrés en Afrique de l'Ouest, soit 0 cas, a-t-elle déclaré. Marina Mendeman s'en fait l'écho. Désignée depuis le 5 novembre 2014 par les pays africains membres de l'Organisation mondiale de la santé, Machidi Somoueti a pris les fonctions de directrice régionale le 1er février 2015. Consciente des réalités sanitaires qu'a vécu le continent ces derniers mois, avec l'épidémie de la fièvre hémorragique virale de type Ebola qui a décimé plus de 6 000 personnes sur plus de 20 000 cas, elle s'est fixée pour principal objectif de diminuer considérablement le nombre de cas d'Ebola enregistrés dans la région ouest-africaine. Pour elle, il serait important de franchir la ligne 0 cas afin de couper définitivement la transmission. Au cours de son allocution, elle a su reconnaître la baisse du nombre de cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais toujours est-il que le virus reste présent dans cette partie du continent. Et soutient l'idée selon laquelle il faudrait intensifier la mesure de surveillance de tous les malades, assurer le suivi de tous les contacts afin d'éviter d'éventuelles surprises et de vérifier qu'il n'y a pas de cas cachés. Pour rappel, le virus Ebola a tué plus de 6 000 personnes sur 20 650 cas en Afrique de l'Ouest. Les pays concernés sont la Guinée-Conakry avec 1 312 morts pour 2 155 cas. Le Libéria compte 3 145 morts sur 7 635 cas et la Sierra Leone 1 530 morts pour 7 109 cas. Face à ce bilan, l'ONU s'était fixé la date du 1er janvier de cette année pour atteindre 100% de cas traités et 100% d'inhumation sûre des victimes du virus et espère atteindre le chiffre 0 nouveaux cas dans les 6 prochains mois. Toujours en santé, la drépanocytose est l'une des maladies les plus fréquentes en France et dans le monde. Actuellement, les traitements administrés aux patients permettent juste d'augmenter l'espérance de vie des patients. L'IRSM, donc l'Institut national française, fonde un espoir de guérison sur une thérapie génétique. Celle-ci permettra de greffer un gène sain dans les cellules souches. Marina Mandeman. Depuis la découverte de la drépanocytose en 1904 par le professeur James Herrick, médecin à Chicago, le traitement de cette maladie s'est fondé sur les moyens de prévention des complications qu'elle connaît, dont des crises douloureuses, des risques accrus d'infection et une anémie chronique. Le seul traitement qui garantit une guérison possible est la greffe d'une moelle osseuse. Celle-ci permet de détruire les cellules souches de la moelle du patient et les remplacer par celles d'un donneur sain compatible. À ce sujet, seule la moelle osseuse d'un frère ou d'une sœur est acceptable. Mais il est très difficile de trouver des donneurs. Aujourd'hui, les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale d'INSERM s'efforcent de trouver d'autres alternatives thérapeutiques pour trouver le traitement approprié qui permettra de soigner cette maladie. Et leurs espoirs de guérison se fondent désormais sur une thérapie génique. Celle-ci permettra de greffer un gène sain de la bêta-globine dans les cellules souches des globules rouges assurant la circulation du dioxygène dans le sang. Mais pour arriver à ces éventuels résultats, des études sont en cours pour identifier des particularités génétiques responsables des variations des manifestations de la maladie selon les patients. Un mot d'environnement, la désertification sévit au nord du Sénégal, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, qui se dégrade et s'appauvrit. Le phénomène qui a commencé il y a 30 à 35 ans s'est aggravé dans la région du Tillé-Boubacar, où il prend une ampleur considérable à cause de l'exploitation forestière. Marie-Angèle Ngono. Le nord du Sénégal subit depuis plusieurs années une désertification sans cesse croissante. Le phénomène est accentué dans la vallée du fleuve Sénégal, augmentant de ce fait la vulnérabilité des sols dénudés face aux vents violents et l'abaissement des nappes phréatiques insuffisamment réalimentées, sans oublier la disparition des prairies, ce qui pousse les populations nomades à migrer vers le sud. L'action de l'homme sur la forêt en est le principal facteur. Selon l'écologiste Younous Khan, la politique énergétique de l'État du Sénégal oblige les populations à surexploiter les ressources les plus accessibles, notamment le bois, à la fois pour les besoins domestiques et commerciaux avec la transformation en charbon.
Ils mettent en cause la décentralisation de la réforme sur le permis d'exploitation forestière au niveau des collectivités locales, le vieillissement du personnel des eaux et forêts, ce qui entraîne des insuffisances dans la surveillance. La privatisation du secteur forêt-bois et l'avènement de l'agrobusiness ne sont pas en reste. Le Sénégal perd ainsi 40 000 hectares de forêt chaque année, plus que 13 millions de Sénégalais dépendent de bois et de son charbon. Et 5 kg de bois produisent 1 kg de charbon, indique Ibrahima Niang, spécialiste des énergies domestiques au ministère de l'Énergie. Younous Khan recommande donc la prise de conscience du phénomène et une volonté politique déterminée afin de freiner cette déforestation croissante. Il propose également le contrôle des coupes de bois et le reboisement à travers la création des pépinières villageoises. L'ONG Pro Natura International, quant à elle, préconise la production du charbon vert, combustible domestique fait à base des déchets agricoles pour remplacer le charbon de bois. Culture à présent, le festival Marabento de Mozambique a ouvert ses portes le 31 janvier à Maputo, la capitale du pays, réunissant des milliers de spectateurs et de festivaliers. Cet événement célèbre la danse mozambicaine, véritable identité du pays de Philippe Nyusi. Roland Jacou. Le festival Marabento du Mozambique a ouvert ses portes le 31 janvier à Maputo, la capitale du pays, réunissant des milliers de spectateurs et de festivaliers. Cet événement célèbre la danse mozambicaine, véritable identité du pays de Philippe Nyusi. Marabenta est pour moi le symbole du Mozambique. Quand on me demande quel type de danse ou de musique nous avons au Mozambique, c'est la Marabenta. On a plusieurs danses et plusieurs rythmes, mais la Marabenta est celle qui représente notre pays. Quand j'ai commencé, les gens disaient que la Marabenta n'était pas une danse, que c'était rien. Mais de nos jours, c'est célèbre. C'est célèbre car tout le monde en parle au Mozambique. Pour cette année, ce festival gratuit et ouvert à tous a commencé sur la place de l'Indépendance et a attiré les foules du milieu de l'après-midi jusque tard dans la soirée. En plus de la Marabenta dansée par les spectateurs, il y avait plusieurs autres styles de musique exercés dans le pays. Arabenta, en portugais mozambicain qui signifie casser, est joué avec vigueur, avec force, de façon à ce que les cordes de la guitare se cassent sous le coup de l'émotion. C'est un type de danse où les femmes bougent leurs hanches et qui rend tous les hommes fous. Le festival se poursuit dans d'autres villes du Mozambique et s'achèvera le 7 février à Ceissa, la capitale de la province de Gaza. Restons en culture parmi les artistes venus d'une quinzaine de pays pour présenter une vingtaine de numéros, des inédits du jonglage au vélo acrobatique en passant par le trapèze ou les sangles aériens. À la 36e édition du Festival mondial du cirque de demain figuraient deux jeunes éthiopiennes, Biniyam et Remedam, ont présenté leur numéro main à main et sont les lauréates de la médaille de bronze. Un reportage signé Roland Jacou. Le chapiteau du Cirque Phénix de Paris a accueilli la 36e édition du Festival mondial du cirque de demain du 29 janvier au 1er février dernier avec la participation de plusieurs circadiens. Et parmi les artistes venus d'une quinzaine de pays figuraient cette année des jeunes Éthiopiens. Âgés de 16 et 23 ans, Biniyam et Remedan ont présenté leur numéro main en main qui a séduit plus d'un spectateur venu vivre ces instants d'extase. Tombé sous le charme de ces jeunes représentants du continent à cette édition 2015, le président du Festival mondial du cirque de demain, Alain Pacheri, a décidé de les embaucher pour le spectacle Cirque Africa. Porter par l'autre et le faire voltiger au bout de ses bras était le moment le plus apprécié des spectateurs. Une acrobatie qu'ils ont peaufinée à l'école du cirque de Dir Dawa, une ville de l'est de l'Éthiopie où ils pouvaient s'entraîner gratuitement. Remedan, le plus âgé, se forme depuis l'âge de 14 ans et c'est tout naturellement qu'il a choisi cette discipline de portée acrobatique qui a changé sa vie. Médaille de bronze à cet événement majeur de l'univers circassien, les deux jeunes garçons ne rêvent que d'une chose, que le corps suive pour pouvoir travailler longtemps pour faire les grands cirques du monde. Et du sport, football avant la rubrique, c'est en plus de ce soir, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont arraché leur ticket de qualification pour la demi-finale ce dimanche à Malabo lors des quarts de finale face respectivement à la Guinée et à l'Algérie. Prochaine affiche, Ghana, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Le point avec Michel Jouey. Après la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo,
Le tour est revenu au Ghana et à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les demi-finales. Le Ghana a imposé son statut de leader en Afrique de l'Ouest en éliminant la Guinée ce dimanche au Nuevo Estadio de Malabo. Le Ghana n'a eu aucun mal à dominer la Guinée. Jamais inquiété par le Sili national, les Ghanéens ont fait la différence dès la 4e minute de jeu par Atou avant de sécuriser définitivement leur avance grâce à Kwesi Appiah qui a profité d'une grossière erreur de relance du malheureux défenseur Mohamed Sanko à la 44e minute. Atou s'offrant même un doublé sur un centre-tir à la 61e minute. Le deuxième quart de finale a opposé les éléphants de la Côte d'Ivoire au Fennec de l'Algérie. Au terme d'une rencontre de très belle facture, les éléphants ivoiriens sont finalement venus à bout des Fennecs d'Algérie en les battant sur la marque de 3-1. La Côte d'Ivoire a terrassé l'Algérie dans le choc des quarts de finale de la CAN 2015, grâce notamment à un doublé de la tête de Wilfried Bony et d'un but de l'attaquant Gervinho dans les arrêts de jeu dimanche à Malabo. Je pense qu'on a battu la meilleure équipe du tournoi. Donc là, il fallait rester très bien organisé et essayer de contrer cette équipe et être très performant sur les coups de pied arrêtés. Validant donc leur ticket pour les demi-finales, les éléphants s'offrent le droit d'affronter la République démocratique du Congo mercredi à Bata et ne sont plus qu'à une marche d'une finale comme en 2012. Ils ont ainsi pris leur revanche sur les Fennecs qui les avaient vaincus au même stade de l'épreuve en 2010. Je vous le disais en titre de ce journal dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir. Yala Baga nous a rejoint sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de la possibilité d'une création de cour africaine de justice. Retrouvons-nous dans un court instant. Lors de son intervention à la tribune de la salle Nelson Mandela, le président kenyan Uhuru Kenyatta a ouvertement attaqué la Cour pénale internationale et proposé la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Le numéro 1 de Nairobi a reçu le soutien de ses pairs présents à ce sommet de l'Union africaine, suivant ce reportage de Réal Abaga. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a appelé dimanche ses homologues présents au sommet de l'Union africaine à retirer leur pays du statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Il a dans le même élan souhaité la création d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme qui aurait pour mission de traiter de manière équitable les problèmes des Africains. Le président kenyan a poursuivi en affirmant que son pays était prêt à financer le projet à hauteur d'1 million de dollars. Au cours de son intervention, le chef d'État kényan n'est pas allé de main morte, accusant ouvertement le tribunal de La Haye de monter des dossiers faibles et politiques au mépris des faits et des preuves. Uhuru Kenyatta a également avancé que la Cour pénale internationale faisait courir un risque grave à la paix et à la sécurité du continent africain, mais aussi du monde entier. Il a obtenu l'accord de principe de ses pairs, qui ont salué sa décision de comparaître à la CPI en tant que simple citoyen kényan en octobre 2014. L'Afrique confirme ainsi son manque de confiance face à la haute instance de justice internationale, parfois accusée par des analystes et des dirigeants africains de n'avoir été créée que pour s'attaquer au continent noir. Uhuru Kenyatta a également pris la défense de son vice-président William Ruto, toujours sous le coup des poursuites de la CPI, accusé comme lui d'avoir été un acteur majeur de la crise post-électorale de 2007-2008 qui a fait 1000 morts et des centaines de milliers de déplacements au Kenya. 2 procès africains sont déjà programmés pour cette année, ceux de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en juillet et de l'Ougandais Dominique Ongwen, dirigeant de l'armée de résistance du Seigneur, début août. Abaga, bonsoir. Bonsoir. Alors, Uhuru Kenyatta a été convoqué il y a 4 mois par la Cour pénale internationale, qui a par la suite décidé d'abandonner les poursuites qui pesaient contre lui. Pouvait-on s'attendre à cette réaction de la part du chef d'État kenyan ? Déjà, pour faire un retour à l'histoire, comme vous venez de le dire, ça fait 4 mois, précisément en octobre 2014, Uhuru Kenyatta a été convoqué par la Cour pénale internationale. Et il a pris la sage décision de se rendre à la Cour, de se présenter, de comparaître en tant que, pas comme chef d'État en exercice, mais en tant que citoyen kényan qui va se présenter pour des charges à son encontre devant les magistrats de la Cour pénale internationale. Il s'est bien comporté.
Tout le monde a salué cette intervention. Il est retourné chez lui au Kenya. Il a plutôt exprimé sa satisfaction avec son peuple qu'autre chose. Donc, rien ne laissait présager ce genre d'attitude, de comportement. Maintenant, après, au vu de certaines barrières qu'il a opposées à la Cour pénale internationale, notamment des refus de son exécutif de livrer des relevés bancaires et des relevés financiers, on pourrait quand même croire qu'il allait essayer de se venger, ou bien en parenthèse, en griffe comme ça, oui, de se venger. Alors la proposition de Kenyatta semble plaire à ses pairs qui avaient sollicité il y a quelques mois de l'Union africaine que les chefs d'État du continent ne soient jamais poursuivis, et même qu'après leur retrait de la vie politique, ils ne soient même pas. Voilà. Mais les chefs d'État africains iront-ils au bout de cette logique ? Déjà, il faut préciser que Uhuru Kenyatta n'est pas le seul à se plaindre des agissements de la Cour pénale internationale. Avant lui, beaucoup de dirigeants africains, beaucoup d'experts et d'analystes politiques se sont déjà insurgés contre le mode de fonctionnement un peu sélectif de la Cour pénale internationale, qui donne l'impression de ne s'attaquer qu'aux problèmes des Africains. Donc je crois que sur le principe, comme ça s'est passé ce week-end à Addis Abeba, les présidents africains sont d'accord. Mais maintenant, il se pose un problème, c'est que les présidents africains ne sont pas toujours totalement libre. Parce que si un pays prend par exemple la décision de se retirer du statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale, il s'expose par exemple aux sanctions financières des États-Unis, des grandes puissances de la France, de l'Allemagne et des autres pays qui, pour bailleurs de fonds, pourvoyeurs en armement, pourvoyeurs en matériel militaire, etc. Donc c'est vraiment cette ambiguïté-là, c'est vraiment ces problèmes-là qui pourraient freiner l'élan des dirigeants africains quant à la création d'une Cour africaine de justice. Dernière question, Uriel. Si les présidents africains venaient à retirer leur pays du statut de Rome, cela sonnerait-il la fin des espoirs du peuple africain de voir la justice leur être rendue, premièrement, et une Cour africaine de justice, à l'heure où on parle, peut-elle vraiment punir les exactions des chefs d'État africains, sinon des Africains? Déjà, dire que ce serait la fin des espoirs des Africains, c'est un peu réducteur. C'est comme montrer que les Africains ne sont pas à même de régler leurs propres problèmes, n'ont pas assez de connaissances ni de matières grises pour le faire. En Afrique, nous avons d'éminents juristes, nous avons assez de matières grises, assez d'intellectuels pour régler les problèmes de l'Afrique. Il se pose juste le problème que ramener la justice, créer par exemple une Cour africaine de justice, serait comme la plupart des tribunaux africains, dépendant d'un système politique, dépendant d'un pouvoir qui a nommé les juges, qui a nommé les procureurs, qui a nommé la Cour. Donc ce serait une sorte de justice vraiment embrigadée, emprisonnée, qui ne pourra pas être totalement impartiale. Parce que qui dit une cour politisée parle de corruption, et qui parle de corruption parle d'absence de partialité dans le règlement de justice, oui, à proprement dit. Donc c'est vraiment la difficulté que... C'est vraiment le seul mal que pourraient courir les populations africaines quant à la création de la Cour africaine de justice. Merci Ariel pour votre passage dans le cadre de cette édition d'information. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Au Soudan du Sud, une signature de nouvel accord a eu lieu justement de cessez-le-feu dans la nuit de dimanche à lundi entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar pour une sortie de crise. La coopération franco-marocaine au meilleur de ces échanges. Après un an de rupture, les relations entre le Maroc et la France ont retrouvé le chemin de l'entente, une nouvelle bien accueillie par les autorités des deux pays. Et en France, guérir de la drépanocytose sera désormais possible. L'Institut national de recherche médicale de France fonde donc un espoir de guérison sur une thérapie génétique. Celle-ci permettra de greffer un gène sain dans des cellules souches. Et dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Uriel Abaga était avec nous sur ce plateau pour nous parler d'une possibilité de création d'une Cour africaine de justice par l'Union africaine. Toute l'équipe technique se joint à moi pour dire merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.